Juste une petite précision avant de débuter votre épisode. Si tout va bien, celui-ci doit sortir début février 2023, mais j'ai enregistré l'entretien avec mon invité du jour, Thierry Lefebvre, début décembre 2022. Cette information vous permettra de mieux vous situer dans le temps par rapport à deux références évoquées par Thierry. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue sur l'Apothicaste. Je m'appelle Bastien Delattre et dans ce podcast, je vous propose de m'accompagner et de partir à l'exploration de l'histoire de la santé et des sciences médicales en allant à la rencontre d'historiens et de professionnels de santé passionnés pour qu'ils partagent avec nous leurs connaissances et le fruit de leurs recherches. Installez-vous confortablement, je vous souhaite une excellente écoute. Épisode 2, Antonin Artaud et le laudanum de Sydenham avec Thierry Lefebvre. Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Apothicaste. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Lefebvre. Bonjour Thierry. Bonjour Bastien. Thierry, tu as un parcours assez singulier, en tout cas pour un pharmacien, puisqu'après un doctorat d'État en pharmacie et une première carrière dans le secteur hospitalier, tu as décroché un doctorat en études cinématographiques et audiovisuelles, ce qui t'a amené à être maître de conférence à l'université Paris-Cité et à y diriger un master en journalisme scientifique. Tu t'es très tôt intéressé à l'histoire des sciences médicales, à l'histoire du cinéma, à l'histoire des médias. Assez logiquement, du coup, tu as mêlé un petit peu tous ces sujets, toutes ces thématiques dans tes travaux de recherche. Et entre tes articles, tes notes et tes divers ouvrages qui ont été publiés, on compte aujourd'hui plusieurs centaines de contributions à l'histoire de ces différentes thématiques, même aujourd'hui en ayant pris congé de l'enseignement supérieur il y a quelques mois. Tu es aussi le directeur de la revue de l'histoire de la pharmacie depuis quelques années maintenant, une vingtaine d'années, c'est ça ? Plus même, ouais. 25, on doit être à 26, 27, je ne sais plus. Ça devait être en 96. Ouais, ça fait quelques numéros. Donc aujourd'hui, chers auditeurs, je vous propose d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de l'usage de l'opium, de la morphine et aussi plus particulièrement du laudanum, en utilisant comme fil rouge le dernier ouvrage de Thierry Lefebvre, qui a été publié aux éditions Le Manuscrit, et qui s'appelle « Dans la pharmacopée d'Antonin Artaud, le laudanum de Sydenham ». Thierry, si ça te convient, je te propose dans un premier temps de nous concentrer un peu plus sur l'histoire de l'opium, de la morphine, du laudanum, de mettre un peu de côté le personnage d'Antonin Artaud, et on raccrochera les wagons dans un second temps. C'est bon pour toi ? Pas de problème. Tout simplement, pour commencer, est-ce que tu peux un peu nous parler de l'opium, depuis quand il est utilisé en médecine, et puis nous faire un bref historique de son utilisation jusqu'à aujourd'hui, la morphine, en passant par le laudanum. Alors l'opium, il faut déjà définir à peu près ce que c'est. Tout le monde n'en a pas eu forcément entre les mains. L'opium, c'est un latex séché qui provient de l'incision de la capsule du pavot, ce qu'on appelle le papaver somniferum, célèbre dans les études de pharmacie, avec des méthodes qui peuvent varier selon les latitudes, mais globalement, c'est la même idée. Et on essaye de dater les débuts de l'usage, en tout cas du pavot, déjà, de la plante, des usages qui étaient probablement liés à l'alimentation dans un premier temps. On estime qu'à l'époque du néolithique, donc ça date pas d'hier, quelque chose comme 25 siècles avant notre ère, on utilisait déjà les graines de pavot pour en tirer de l'huile. Voilà. Dans une période un petit peu plus récente, alors je dis bien un petit peu plus, on a une information qui vient d'arriver il y a 2-3 semaines, c'est qu'on a retrouvé les plus anciens résidus d'opium dans un site archéologique d'Israël. On estime que ces résidus d'opium datent de 14 siècles avant Jésus-Christ, et qu'il était probablement utilisé, c'est l'hypothèse qu'ont fait les chercheurs, dans le cadre de rites funéraires chez les Cananéens, qui étaient
un peuple qui occupait l'emplacement où se trouve entre autres Israël actuellement. Donc c'est pour situer l'ancienneté des usages. Il y en a peut-être eu avant évidemment, mais on n'a pas retrouvé de traces jusqu'à présent. Mais dès cette époque-là, on l'utilise probablement à des fins d'étourdissement, peut-être à des fins chamaniques, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, on en a trouvé des traces dans des récipients qui ont été trouvés dans une tombe en particulier. J'aurais pas dit ça il y a 3 ou 4 mois parce que l'information n'était pas encore tombée. Donc c'est pour essayer de dater le plus précisément possible les premiers usages de l'opium. Alors, l'opium, c'est une histoire extrêmement compliquée. On estime que le pavot, donc la plante qui est à l'origine de l'opium, on estime que le pavot s'est développé d'abord en Europe, puis s'est rapproché petit à petit de la Méditerranée, a fini par s'installer dans tout le pourtour de la Méditerranée, donc au Proche-Orient, puis ensuite a migré vers l'Orient et puis finalement vers l'Extrême-Orient. Alors pour ce qui est des usages médicaux pour lesquels on a disons un minimum de certitude, eh bien on sait qu'il y a des sortes de prescriptions d'opium qui apparaissent dans les tablettes sumériennes. On n'a pas trouvé d'autres traces, mais en tout cas c'est spécifié. Mais c'est surtout évidemment avec les Grecs que l'histoire commence. On retrouve l'opium dans un certain nombre de pharmacopées de l'époque. Alors le mot pharmacopée est un peu excessif, c'est pas le terme qu'on utilise encore, mais par exemple, si on prend un des grands médecins grecs qui est Dioscoride, Dioscoride utilise l'opium pour calmer la douleur, essentiellement à des fins analgésiques qui peuvent conduire jusqu'au sommeil, bien évidemment. Et donc cet opium devient à l'époque des Grecs et bien évidemment ultérieurement un produit très très important et même, on peut le dire, une sorte de panacée qui va se retrouver mélangé avec d'autres préparations plus complexes, et en particulier la très très fameuse thériaque, dans laquelle il y avait des dizaines et des dizaines d'ingrédients, mais dont le plus efficace, a priori, était l'opium du fait de ses propriétés. Voilà. Alors, ce que je peux dire également sur l'opium, sans rentrer dans des détails qui nous mèneraient jusqu'à très 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 tard, c'est que on l'utilise par voie orale dans un premier temps. Ensuite, on va l'incorporer dans des sirops ou des équivalents de sirop ou la thériaque. Et ensuite, on va l'utiliser également par voie rectale, par voie cutanée, etc., etc. On peut prendre une référence, par exemple, c'est le Malade imaginaire de Molière. Hein. Donc là, on a fait un bond dans le temps, on se retrouve au XVIIe siècle. L'opium est présenté de manière allusive dans la première partie, hein, puisque le mot opium n'est pas prononcé, mais on parle de produits anodins, ce qui signifie à cette époque-là que ce sont des produits contre la douleur. Et qu'y a-t-il comme produit contre la douleur à l'époque, à part l'alcool qui n'est pas véritablement un médicament, c'est l'opium. Et donc on voit qu'il y a des lavements à base d'opium, qu'il y a des sortes de sirops à base d'opium, et à la fin du Malade imaginaire, vous avez le ballet des médecins qui est très célèbre, et tous les médecins disent cette formule en très très mauvais latin, opium facit dormire, ce qui signifie, je traduis, l'opium fait dormir, et c'est le slogan en quelque sorte utilisé par Molière à cette époque. Donc l'opium, c'est le grand produit efficace de la pharmacie dans les premières périodes, parce que incontestablement, il soulage la douleur, et à certains dosages, il peut calmer au point d'endormir la personne, ce qui peut être nécessaire, évidemment, quand elle souffre beaucoup. Donc ça traverse tous les siècles pour arriver à une époque plus récente, l'âge moderne, avec, par exemple, ce que je viens de dire sur Malade imaginaire de Molière. Ensuite, donc cet opium, c'est un ensemble. Et à l'intérieur de l'opium, il y a des principes actifs. Il va falloir découvrir ces principes actifs. Et pour cela, on va s'appuyer sur les progrès de la chimie. Et ces progrès deviennent palpables à partir du début du 19e siècle. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à trouver certains principes actifs qui sont présents dans l'opium.
Alors le premier, c'est ce qu'on va appeler la narcotine. Le titre en lui-même signifie bien ce que ça veut dire. C'est censé faire sommeiller les personnes qui le prennent. Donc c'est un Français, Desrosnes, qui trouve ce principe actif. Alors maintenant, on le connaît toujours, ce principe actif, mais sous le nom de noscapine, qui est parfois encore utilisé. Mais le grand principe actif qui est découvert dans ce début du 19e siècle par un Allemand qui s'appelle Serturner, c'est la morphine. Alors, le nom de morphine, c'est la traduction française, mais le mot est allemand à l'origine, et le mot qui est choisi, c'est morphium. Et là aussi, ça veut bien dire ce que ça veut dire, morpher, le sommeil, la nuit, etc. Et c'est le mot qui est choisi qui va être traduit ensuite par le terme français donc de morphine. Alors il y en a d'autres, je ne sais pas si c'est forcément intéressant de les énumérer, mais il y a par exemple la codéine, qui est découverte un petit peu plus tard, codéine qui est évidemment a été célèbre en pharmacie, qui est découverte en 1832. Il va y avoir la papavérine également, découverte en 48. Et puis surtout, il va y avoir ce qu'on appelle l'hémisynthèse de la morphine. Donc on va travailler sur la morphine et la modifier en quelque sorte pour aboutir en 1874 à un produit qui a une réputation assez néfaste, c'est l'héroïne. Voilà. Donc tout ça dérive de l'opium. Quand on parle de morphine, quand on parle de codéine, quand on parle de papavérine ou quand on parle d'héroïne, ça vient de l'opium et donc ça vient de, je dirais pas la nuit des temps, mais de bien des siècles avant notre ère. Une des formes pour absorber cet opium que tu as étudié dans cet ouvrage, en tout cas tu t'y es intéressé d'un peu plus près, c'est le laudanum. Alors on devrait peut-être dire d'ailleurs les laudanums, Oui. puisque tu t'es intéressé à un laudanum en particulier, qui est le laudanum de Sydenham. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce qu'est cette forme, ou ce que sont ces formes médicamenteuses, et donc en particulier celui de Sydenham? Il y a eu effectivement plusieurs laudanums. Le laudanum de Sydenham, on va y revenir. Le laudanum de Rousseau, qui était très utilisé en France en particulier. Et puis d'autres encore. Alors qu'est-ce que c'est que le laudanum, et en particulier celui de Sydenham, qui est le dernier, utilisé pendant une longue période? C'était un médecin anglais qui s'appelait Thomas Sydenham, qui avait composé pour soigner des cas de dysenterie qui étaient très très nombreux à son époque, à la fin des années 1660, avait élaboré un vin d'opium composé, comme on l'appelait à proprement parler, c'est-à-dire vraiment un vin d'Espagne ou du Grenache ou des choses comme ça, dans lequel on mettait l'opium et on rajoutait du safran, de la cannelle, des clous de girofle, voilà, c'était les éléments essentiels de la préparation. On laissait mijoter tout ça pendant quand même 14 jours, je crois, à l'origine, et au terme de ça, on obtenait ce fameux vin composé qui avait les qualités de l'opium, donc avait la capacité de soigner les états douloureux en général, mais aussi de calmer, d'assoupir ou éventuellement d'induire des rêves d'ailleurs dans les personnes qui le prenaient. Alors, le laudanum de Sydenham, c'est une production anglaise qui va se développer surtout dans un premier temps en Angleterre et Royaume-Uni, et puis ensuite qui va diffuser un petit peu plus tard aux États-Unis. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce produit va être pratiquement d'usage libre dans les pays anglo-saxons. C'est-à-dire que on pouvait s'en procurer sans avoir de prescription médicale, ce qui fait qu'il va y avoir des abus qui sont racontés dans de multiples ouvrages, et donc des effets d'addiction en particulier à ce vin d'opium composé. En France, ça va également arriver au début du XVIIIe siècle essentiellement, et le produit va être beaucoup plus contrôlé. C'est ce qui fait qu'il faut bien différencier la situation dans les pays anglo-saxons, telle qu'elle est parfois caricaturée dans les westerns, par exemple, où on voit que ce soit Doc ou que ce soit d'autres personnages qui prennent des fioles de laudanum et qui s'enivrent en quelque sorte avec, de la situation française qui est beaucoup plus mesurée par rapport
à la situation anglo-saxonne. Donc le laudanum de Sydenham et d'autres vont rentrer progressivement dans les pharmacopées, et en particulier en France, vers le début du XVIIIe siècle. Et il y restera pratiquement jusqu'en 1984, moment où il disparaît d'une certaine édition de la pharmacopée. Oui, c'est inscrit très tard, effectivement, encore dans la pharmacopée. Oui, oui, oui. Tu as évoqué 2 choses sur lesquelles je voudrais qu'on revienne. Oui. Tu as commencé à parler un peu de la réglementation, et on va s'y intéresser, notamment de l'évolution de la réglementation en France, ce qui va nous intéresser un peu plus. On y revient après. Mais tu as aussi commencé à parler de l'addiction à ces produits. Et il se trouve que les premiers morphinomanes notoires, les premières personnes qui en ont abusé, ce sont des médecins, des pharmaciens qui ont auto-expérimenté ces substances. Est-ce que tu peux nous en toucher un petit peu un mot de ce sujet ? Ah oui, il y a eu pas mal d'études qui ont été menées à la fin du 19e siècle, en particulier, sur l'apparition de cette nouvelle épidémie, on la définissait comme ça, de morphinomanie. Alors déjà, la première chose, c'est de définir le terme. Morphinomanie, ça vient de l'allemand. Ce sont des Allemands, et en particulier un psychiatre allemand qui s'appelait Levinstein, qui non pas le met en évidence parce qu'on en avait un certain nombre d'indices jusqu'à présent, mais qui va mettre un nom sur cette addiction, voilà, même si le terme n'est pas utilisé à l'époque. Et il va trouver comme nom Morphinsucht. Alors en allemand, j'essaye de le prononcer en allemand, qui signifie le besoin de morphine, Morphiumsucht. Ça va être traduit ensuite en français par morphiomanie, c'est le premier terme, qui va devenir le terme que nous connaissons tous de morphinomanie. Donc c'est 1875, c'est quand même assez tardif par rapport aux différents usages, que ce soit de l'opium ou que ce soit même du laudanum de Sydenham. En effet. Cette morphinomanie, elle va être liée pas forcément à la découverte de la morphine, mais à un certain usage de la morphine. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la morphine, au départ, on la mange. C'est une sorte de poudre comme ça, on en prend et puis on mâche ça. Et puis évidemment, c'est très dégradé par les sucs digestifs, etc. Et donc l'effet est relativement léger, on va dire, et l'efficacité n'est pas notoire. Et puis progressivement, on va se dire, pourquoi ne pas mettre cette morphine dans la circulation sanguine ? Il va y avoir plusieurs étapes pour ça. Il va y avoir ce qu'on appelle la méthode endhermique, qui est liée à un médecin français célèbre qui s'appelait Armand Trousseau. Et Armand Trousseau donc avait imaginé d'utiliser des produits qu'on mettait sur la peau, qui irritaient la peau et qui mettaient à nu en quelque sorte le derme, et donc de mettre de la poudre dessus, comme ça passait plus rapidement dans la circulation sanguine. Et un petit peu plus tard, là on est vers les années 1850, les Anglais, puis les Français, vont mettre au point la méthode hypodermique, c'est-à-dire qu'on va injecter la morphine dans la circulation avec des effets qui sont évidemment surmultipliés par rapport aux résultats qu'on obtenait avec les méthodes antérieures. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît véritablement la morphinomanie. Elle est liée à l'effet rapide, absolument sidérant, de l'injection de morphine dans la circulation. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des gens morphinomanes auparavant, donc comme je l'ai dit, ou je crois l'avoir dit, Serturner lui-même, qui est le découvreur de la morphine, prend l'habitude d'en consommer et devient l'un des premiers morphinomanes, même si le mot n'existe pas à l'époque. Il auto-expérimente et comme il souffrait lui-même d'un certain nombre de problèmes, eh bien il se calme comme ça. On a beaucoup d'exemples, mais l'effet devient flagrant avec la méthode hypodermique, donc l'injection par seringue, et les premières études qui sont menées dans les années 70 démontrent que, alors je donne un chiffre un peu à la louche, mais à 80, voire 90%, ce sont soit des médecins, soit des pharmaciens, soit des proches des médecins et des pharmaciens, soit du personnel soignant,
infirmiers, etc., qui sont les premiers adeptes de cette nouvelle addiction, que ce soit pour soigner leurs maux ou que ce soit pour atteindre un état qui leur semble meilleur que l'état naturel. C'est un phénomène qui va être quand même relativement ponctuel sur peu de décennies, puisque les contrôles vont devenir de plus en plus drastiques et évidemment, un professionnel de santé a tout intérêt à ne pas être pris la main le doigt en tout cas dans le pot de confiture, si j'ose dire. En effet. Et donc maintenant, on revient sur l'histoire de la réglementation de ces substances. En effet, c'est un sujet en soi. La réglementation a beaucoup évolué sur ces substances au cours du 19e et du 20e siècle. Est-ce que là aussi, tu peux un peu nous expliquer ce qu'il s'est passé sur ce sujet du contrôle et de la réglementation de la morphine et du laudanum ? D'abord de l'opium. Ça commence avec l'opium. Je ne vais pas rentrer dans le détail des réglementations locales, puisque c'était au départ local que ça se passait. Et dans certaines régions, l'opium est beaucoup plus contrôlé que dans d'autres. Mais la première loi, à proprement parler, importante et qui va réguler l'usage des opiacés, c'est la loi de juillet 1845, qui est une loi qui concerne la vente des substances vénéneuses, c'est le mot qu'on utilise à l'époque, et qui est une loi pour réprimer les usages criminels d'un certain nombre de médicaments ou de principes actifs. Alors, essentiellement l'arsenic, évidemment, les cas d'empoisonnement par l'arsenic au XVIIIe et au XIXe siècle sont particulièrement documentés, en particulier les nombreux faits divers que tu connais bien par ailleurs. Et il y a eu par ailleurs des crimes liés à l'opium. C'est relativement rare, mais il y a quand même des cas qui sont repérés de ci, de là. Il y a également des suicides à l'opium, ou qui sont attribués à l'opium, évidemment. On n'a pas tous les éléments pour juger de la responsabilité unique du produit. Et donc, cette loi de 1845 va faire en sorte de limiter l'accès, et donc qui peut limiter l'accès à part les pharmaciens. Donc les pharmaciens vont avoir la responsabilité de limiter l'accès à l'opium, de vérifier que leurs patients pour lesquels on a prescrit de l'opium, donc il faudra une prescription, soient bien des personnes qui ont besoin de cet opium et non pas des personnes qui essayent de se le procurer de façon pratiquement illégale. Mais c'est surtout une question de criminalité. Il va y avoir une autre loi, celle de 1916, et c'est celle-là dont parlera Artaud, dont nous parlerons plus tard. Cette loi de 1916, elle porte sur l'importation, le commerce, la détention et l'usage des substances vénéneuses. Déjà, l'intitulé est beaucoup plus long. C'est une préoccupation internationale qui se met en place à l'époque, dans tous les pays, et des législations se mettent en place dans ces différents pays, et celle de France, donc c'est en 1916, qui sera renforcée par la suite, et elle met en place plutôt ce qu'on va appeler les tableaux. C'est-à-dire que certains produits vont être inscrits à des tableaux. Et il y aura 2 tableaux en particulier pour lesquels les contrôles seront de plus en plus stricts. C'est ce qu'on appellera le tableau A, des produits vénéneux, au sens large, qui peuvent être dangereux, c'est-à-dire que s'il y a un surdosage, on risque d'en mourir ou d'avoir des désagréments. Et ce qu'on va appeler les stupéfiants, le tableau B, qui sont des produits qui produisent des effets importants et qui, eux, doivent être contrôlés de manière très stricte avec ces produits qui sont mis dans des armoires fermées à clé, la nécessité d'ordonnance avec les posologies écrites en toutes lettres. Plus tard, quelques décennies plus tard, il y aura ce qu'on appellera les carnets à souche qui permet une traçabilité des délivrances, etc., etc. Donc tout ça se met en place à partir de 1916. C'est aussi intéressant puisque finalement, la réglementation actuelle autour du contrôle de la traçabilité des substances vénéneuses, des stupéfiants en officine, finalement, est héritée de ces lois et notamment de celle de 1916. Oui, tout à fait. Donc ça, c'était sur l'opium, la morphine, et il me semble que le laudanum
est un petit peu à part dans cette histoire finalement. Alors, le laudanum est un opiacé, hein. Donc il rentre dans cette catégorie que je viens de définir. Dans la loi de 1845, il est spécifié parce qu'il est connu et c'est l'usage le plus répandu de l'opium. Mais là aussi, c'est ces objectifs criminels qui sont ciblés. Dans la loi de 1916, par une curiosité administrative, on retrouve dans la liste des produits qui sont listés au tableau B, hein, donc qui sont très très surveillés. On retrouve la morphine, on retrouve l'opium pur, on trouve des produits de cette sorte, mais on ne trouve pas, en tout cas pendant quelques années, on ne trouve pas le laudanum. Le laudanum a une sorte d'exception, car on considère probablement que les usages du laudanum sont en déclin à cette époque-là et que les usages sont surtout externes. C'est-à-dire qu'on fait à cette époque-là des cataplasmes à base de laudanum. Et évidemment, consommer un cataplasme, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc il y a un oubli, mais on va s'apercevoir que tous ces produits stupéfiants étant extrêmement contrôlés, une partie des patients ou des consommateurs va se reporter sur le laudanum, ainsi que l'élixir parégorique qui avait été lui aussi oublié dans cette histoire. Et donc, cela va aboutir à un décret qui viendra compléter la loi de 1916, donc ce décret est en 1930, qui va inclure le laudanum dans le tableau B, à proprement parler. Donc, à partir de 1930, le laudanum est dans le tableau B jusqu'à la fin de sa fabrication, hein, puisque le laudanum n'est plus utilisé actuellement. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on parle du personnage d'Antonin Artaud, hein, qui est au cœur de ton ouvrage. Je t'avoue que moi, je ne connaissais pas Antonin Artaud avant de lire ton livre. Et c'était intéressant de le découvrir à travers cette histoire. Est-ce que, pour commencer, tu peux un peu nous parler de lui? Qui était-il, en fait? On peut situer les dates déjà pour les auditeurs. Donc 1896, sa naissance, et il meurt prématurément en 1948. Alors Antonin Artaud est un personnage extrêmement étrange qui est devenu en quelque sorte mythique, aussi bien en France que dans les pays étrangers. Aux États-Unis, Artaud est une célébrité, en tout cas pour ceux qui s'intéressent évidemment à l'histoire des arts. Donc c'était un jeune homme qui était passionné par la littérature, qui souffrait de troubles nerveux ou psychiatriques. C'est difficile à définir, mais très tôt, probablement à la suite d'une méningite qu'il aurait eue très jeune et qui aurait été très très mal soignée. Et ce jeune homme, qui était un très grand lecteur, pendant son adolescence, va faire des crises successives. Il va mettre par exemple le feu à sa bibliothèque. Et ses parents sont très inquiets et vont le mettre dans les mains de médecins, d'une multitude de médecins. À l'époque, évidemment, faire un diagnostic de ce genre de maladie un peu énigmatique, on n'a jamais trop su ce dont souffrait Artaud, était très très compliqué. Donc les hypothèses sont parfois extrêmement farfelues, mais très courantes à l'époque. C'est ainsi qu'en 1914 ou 15, je ne sais plus, on lui fait le diagnostic de ce qu'on appelle l'hérédosyphilis à l'époque, c'est-à-dire une syphilis héréditaire. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce terme? Ah oui, il faut l'expliquer parce que c'était une théorie médicale qui s'est avérée totalement erronée, selon laquelle la syphilis, telle que pouvait l'avoir une personne, était transmissible à la génération suivante, voire à la génération encore suivante. Totalement absurde, évidemment, mais enfin, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'était une des hypothèses pour expliquer le fait qu'il y avait beaucoup d'enfants qui souffraient de syphilis, parfois à la naissance. Évidemment, c'était le passage à travers le placenta du spiryl, responsable de la syphilis, hein, du spirochète. Mais ça, on ne le savait pas encore à l'époque, parce que déjà, le spirochète n'a vraiment été découvert qu'en 1903. Donc, on avait relativement peu d'informations. En effet. Hein.
On lui fait ce diagnostic, c'est-à-dire qu'on fait un test sanguin, comme on en fait pour tout actuellement. Le test donne lieu probablement à un faux positif. On estime que le test qu'on appelait Bordet-Wasserman à l'époque, du nom des deux chercheurs qui l'avaient mis au point, on estime qu'il y avait 50% de faux positifs. Et donc 50% de faux négatifs par ailleurs. Donc c'était vraiment pile ou face. Et donc conséquence de ça, on va le soigner contre la syphilis. Et alors là, c'est l'enfer. Donc il souffre déjà de problèmes nerveux et on va lui faire des injections de produits à base d'arsenic, à base de mercure, de bismuth. Tous ces produits qui sont extrêmement toxiques, et tout ça a été démontré dans les décennies précédentes, qui ont des effets ravageurs sur le système nerveux. Donc il va subir en quelque sorte une sorte d'acharnement thérapeutique dont il ne sortira que 10 à 15 ans après, donc avec des doses absolument stratosphériques de produits indésirables. Par ailleurs, le jeune homme qui souffre de ces maux va être confié à des maisons de santé, des cliniques, et très très tôt, il va être mis au contact avec des toxicomanes. C'est-à-dire que ces maisons de santé, à l'époque, mélangeaient tout, aussi bien les neurasthéniques que les toxicomanes, etc., etc. Alors là, on peut faire plusieurs hypothèses, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il est sûr que c'est dans le cadre d'une maison de santé qu'il va être rentré en contact pour la première fois avec un opiacé et plus spécifiquement le laudanum de Sinénam. On est en 1919, c'est à peu près sa première expérience. Et à partir de 1920, ce jeune homme, qui a un talent certain, va travailler avec un psychiatre. Il va être pratiquement tout le temps en contact avec des psychiatres. Un célèbre psychiatre de l'époque, qui était le docteur Édouard Toulouse, qui était médecin-chef de l'asile de Villejuif, qui essaye de le soigner, va lui prescrire du laudanum de manière relativement régulière à de petites doses pour essayer de le calmer, de calmer ses angoisses, etc., ce qui n'était pas farfelu en soi. Et il essaye de le lancer dans la vie intellectuelle en faisant le secrétaire de rédaction d'une revue qu'il produit lui-même, une revue qui s'appelait Demain. Et donc à partir de là, Artaud découvre sa vocation, qui était encore un peu cachée jusqu'alors, c'est-à-dire l'écriture. Et il va écrire beaucoup, il va fréquenter les surréalistes, il est considéré pendant une très courte période comme l'un des acteurs du mouvement surréaliste, et il va publier ses premiers livres à partir de 1924-1925, et en particulier un livre sur lequel on reviendra, qui s'appelle L'Ombilique des Lindes. Tous ces livres sont réédités, Le Pesner et d'autres, aux éditions Gallimard, grandes éditions Gallimard déjà à cette époque-là. Et parallèlement à tout ça, il va se passionner pour le théâtre, il va devenir acteur, accessoiriste également, régisseur, etc. À côté de ça, pour gagner sa vie, il va se lancer dans le cinéma. Il va devenir un acteur très recherché de la période de la fin du cinéma muet et début du cinéma parlant. Donc c'est un personnage qui est considéré comme absolument passionnant, un peu fou, avec les qualités, les défauts de sa folie. Et il est très connu par ailleurs pour être une des victimes du système concentrationnaire psychiatrique, tel qu'il était avant le moment où on s'est dit qu'il fallait procéder autrement. C'est-à-dire qu'en 1937, Artaud souffre toujours des maux qu'on peut qualifier de psychiatriques qui l'accompagnent déjà depuis 2 décennies pratiquement. Il est fortement dépendant du laudanum. Il a commencé à toucher à l'héroïne également quelques mois auparavant. Et au retour d'un voyage en Irlande, il est interné. Et donc, à partir de 1937, jusqu'en 1946, pratiquement 10 ans, il va fréquenter une succession d'asiles d'aliénés pour se retrouver finalement à l'asile de Rodez, célébrissime dans l'histoire de la psychiatrie. Et il ne sortira de ces asiles que parce que des artistes vont se mobiliser pour exiger sa sortie. C'est un très très grand moment de l'histoire de la psychiatrie. C'est
Il faut savoir aussi qu'Artaud a subi les électrochocs, a subi toutes les techniques un peu brutales, c'est le moins qu'on puisse dire, qui étaient utilisées à cette époque. Donc il est considéré comme une victime de la psychiatrie telle qu'elle fonctionnait à l'époque où on parlait d'asile d'aliénés. Donc il était considéré comme aliéné, alors qu'il était probablement, certes, avec un certain nombre de troubles, mais quelqu'un de différent. Donc c'est un personnage absolument passionnant à de très très nombreux points de vue. Donc il sort en 1946 de l'asile de Rodez. Il continuera à vivre dans un asile, mais en liberté, l'asile d'Ivry, dans la région parisienne. Et malheureusement, il était par ailleurs atteint d'un cancer digestif dont il mourra en 1948. C'est vrai que tu esquisses les traits d'un personnage plutôt intriguant, avec une vie en plus très liée finalement avec la médecine de son époque, ce qui est totalement intéressant pour ce podcast. Maintenant, alors c'est très réducteur, mais on parle d'un artiste consommateur de laudanum. On peut imaginer qu'à l'époque, il n'était pas le seul. Donc pourquoi t'être intéressé en particulier à ce personnage d'Antonin Artaud ? Alors, en fait, c'est parce que j'avais lu à la fin de mon adolescence, je m'intéressais beaucoup au surréalisme. Je connaissais même assez bien le surréalisme. J'avais lu Breton, Desnos, Éluard, etc. Et voilà, j'avais une fascination pour ce mouvement, et donc j'avais croisé évidemment Artaud. Et donc j'avais acheté, alors je me souviens plus des circonstances, un livre qui s'appelle L'ombilique des limbes, que j'avais cité déjà tout à l'heure, un livre de 1925 qui est composé de briques et de broc, des poèmes, des textes en prose, etc., etc. Et puis j'étais tombé sur une lettre qu'il avait adressée. Alors l'intitulé exactement, c'est Lettre à Monsieur le législateur de la loi sur les stupéfiants. Extrait de la lettre à Monsieur le législateur de la loi sur les stupéfiants, Antonin Artaud, 1925. Monsieur le législateur de la loi de 1916, agrémenté du décret de juillet 1917 sur les stupéfiants. Tu es un con. Ta loi ne sert qu'à embêter la pharmacie mondiale sans profit pour l'étiage toxicomanique de la nation. Parce que 1. Le nombre des toxicomanes qui s'approvisionnent chez le pharmacien est infime. 2. Les vrais toxicomanes ne s'approvisionnent pas chez le pharmacien. 3. Les toxicomanes qui s'approvisionnent chez le pharmacien sont tous des malades. 4. Le nombre des toxicomanes malades est infime par rapport à celui des toxicomanes voluptueux. 5. Les restrictions pharmaceutiques de la drogue ne gêneront jamais les toxicomanes voluptueux et organisés. 6. Il y aura toujours des fraudeurs. 7. Il y aura toujours des toxicomanes par vice de forme, par passion. 8. Les toxicomanes malades ont sur la société un droit imprescriptible qui est celui qu'on leur foute la paix. C'est avant tout une question de conscience. Et j'avais lu cette lettre qui est incroyable, qui est une lettre incroyable de violence et quelque part de grossièreté. J'ai fait des recherches depuis pour savoir à partir de quand on trouvait dans des livres du style de l'ombilique des limbes, qui est sorti chez Gallimard, donc une maison d'édition qui ne sortait pas des romans de gare, c'est le moins qu'on puisse dire. À partir de quand on voyait apparaître le mot « con » pour désigner un abruti, un crétin, en l'occurrence le législateur, eh bien, c'est Artaud qui, la première fois, se permet, dans un texte à grande ambition littéraire, d'utiliser ce terme. Et donc, j'avais été complètement fasciné par la tonalité de cette lettre, par son propos, qui n'était pas clair, pas totalement clair en tout cas dans mon esprit. Et donc, je l'ai toujours gardé en mémoire, il m'a toujours trotté dans la tête. Et puis, quand il s'est agi de faire ce livre, qui est un livre de commande en pratique, sur les addictions, eh bien, je me suis dit, tiens, je vais partir de ce texte et je vais essayer de voir quels sont les problèmes liés aux opiacés à partir de la loi qui est à l'évidence la loi de 1916. Et à partir de là, j'ai commencé à construire ma réflexion. Donc, mon but, c'était de contextualiser d'abord ce texte. De quoi parle-t-il ?
C'est un texte qui est écrit d'après les informations dont on dispose en 1925, qui s'adresse aux législateurs de la loi de 1916. Donc il s'est passé quand même 10 ans entre le moment où la loi est passée et le moment où il en parle. Donc pourquoi il en parle à ce moment-là ? 10 ans après, il faut savoir qu'en 1916, il n'a pas touché encore aux opiacés, donc la loi sur les stupéfiants l'intéresse absolument pas, évidemment. Dans l'ouvrage, j'explique ça, on ne va pas rentrer dans les détails, mais qu'il réagit à une polémique qui circule dans les journaux de l'époque et qu'il va mal interpréter la loi en question, parce que lui-même est dépendant d'un opiacé, le laudanum, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le laudanum n'est pas véritablement concerné par la loi de 1916. C'est une sorte d'exception, au moins jusqu'en 1930. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la mal compréhension en quelque sorte, mais en même temps il y a des choses extrêmement justes. C'est-à-dire qu'il défend l'idée que les personnes qui souffrent, qui sont malades, comme lui par exemple, s'ils ont besoin d'un stupéfiant, eh bien, il faut leur donner. Et il fait la différence entre les toxicomanes voluptueux, c'est le terme qu'il utilise, c'est-à-dire récréatif en quelque sorte, c'est le mot qu'on utiliserait de nos jours, et les toxicomanes malades, c'est-à-dire ceux qui ont réellement besoin du produit. Et il dit une chose très juste, c'est qu'il ne faut pas être restrictif pour les personnes qui en ont besoin, parce que sinon, ça ne sert à rien d'utiliser des médicaments pour soulager les malades, qu'en revanche, qu'il y ait une répression pour les usages récréatifs, c'est pas tout à fait le mot d'ailleurs, mais les usages à la marge, lui, ça ne le gêne pas, à proprement parler. Or, on cite souvent Artaud pour défendre l'idée d'une sorte de fin de prohibition pour les stupéfiants. C'est pas du tout ce que voulait dire Artaud. Artaud voulait vraiment parler de son cas et à travers son cas, du cas des personnes réellement malades. Donc, c'est pour cette raison que j'ai pris ce texte pour essayer de l'éclaircir avec mes outils et ma connaissance de l'histoire de la pharmacie et en particulier de l'opium et de ses dérivés. Antonin Artaud avait donc cette addiction, bien connue, au laudanum, un opiacé qui, comme tu l'évoquais, était déjà très contrôlé depuis 1845 et dont la réglementation s'est encore davantage durcie en 1930. Dans ton ouvrage, tu t'es intéressé aux stratégies, aux méthodes de contournement employées par Artaud pour arriver à ses fins et se procurer du laudanum. Peux-tu nous présenter un petit peu quelles étaient ces stratégies ? C'est un point qui m'a passionné. Alors évidemment, on ne sait pas toujours comment Artaud se procurait les médicaments. Tout ça est de l'ordre de la vie privée et donc n'apparaît pas forcément. En revanche, en lisant sa correspondance, qui est assez abondante, on s'aperçoit qu'il sollicite très souvent des ordonnances de complaisance, en quelque sorte, auprès des différents médecins ou psychiatres qu'il fréquente. Alors, j'ai cité le docteur Édouard Toulouse, qui va le propulser dans la vie intellectuelle. Il y a Théodore Frankel, en particulier, qui est un surréaliste, un compagnon de route de Breton, en particulier. Il y a René Alandi, qui est un personnage mythique des années 30, un psychiatre qui a rencontré dans son cabinet tous les artistes possibles et imaginables, Anaïs Nin en particulier, etc. Donc il leur demande des prescriptions à des dosages qui sont à peu près définis, toujours les mêmes, et certains le font à l'évidence. D'autres, comme Édouard Toulouse, probablement, à un moment donné, refusent de le faire, ce qui va expliquer une rupture entre Toulouse et Artaud. Donc ça, c'est la première technique, mais évidemment, plus le temps passe, plus ça devient difficile, ou plus il faut contacter des médecins qui sont spécialisés dans des ordonnances de complaisance, et là, on est vraiment à la marge, et Artaud n'aimait pas trop la marge, il voulait rester dans le droit chemin, et il était malade, donc il avait besoin de ces choses-là.
L'autre hypothèse, ça il l'écrit pas explicitement, c'est la falsification d'ordonnances, hein, c'est-à-dire de modifier l'ordonnance pour obtenir des doses supérieures à ce qui a été prescrit. Une méthode assez courante, hein, utilisée à l'époque, qui permet d'accumuler des stocks et donc de consommer des quantités importantes pour obtenir l'effet désiré. Troisième technique, ce sont les pharmaciens complaisants, parce que malheureusement, il y en avait. Et apparemment, Artaud avait un certain nombre de noms, avait repéré un certain nombre de personnes. Donc, il avait une sorte de géographie des pharmacies parisiennes. Et donc, soit il allait acheter son laudanum dans telle ou telle pharmacie, soit il demandait à quelqu'un d'aller à sa place chercher le médicament. D'où l'usage, alors ça c'est très courant chez Artaud, de prête-nom. Hein, c'est-à-dire il demande à quelqu'un d'aller se procurer du laudanum pour lui rétrocéder en quelque sorte ce laudanum. Alors une anecdote assez intéressante, c'est un camarade surréaliste qui revenait assez régulièrement dans son Alsace natale, et Artaud lui demande de ramener du laudanum. Alors, au départ, je ne comprenais pas exactement pourquoi, puisque l'Alsace avait retrouvé le giron français après la Première Guerre mondiale, mais c'est parce que l'Alsace avait encore un régime à cheval entre le régime allemand et le régime français. Et donc, on pouvait se procurer certaines doses de laudanum presque facilement, hein, pas en libre service, faut pas exagérer, mais facilement. Et donc, le surréaliste en question ramenait des doses de laudanum jusqu'en 1930, où l'Alsace elle-même va rentrer dans le giron légal, on va dire, pharmaceutiquement parlant, en tout cas français. Et puis, autre chose que j'ai légèrement abordé tout à l'heure, c'est les détournements d'usage. Il y a une situation absolument extraordinaire au Mexique, hein, puisqu'il va voyager au Mexique, et là, il va découvrir en particulier les champignons hallucinogènes. Donc ça, c'est une autre expérience qu'il a relatée dans des ouvrages et qui est assez mythique. Mais il est en manque de laudanum à Mexico. Et il veut absolument s'en procurer. Or, le médecin dit je peux pas parce que j'ai pas le droit de signer des ordonnances comme ça. Il faut un carnet spécial, etc. Et Artaud dit est-ce que vous prescrivez des cataplasmes ? Donc, il dit oui, je peux prescrire des cataplasmes à base de laudanum. Sauf que ce sont des cataplasmes dans lesquels on a rajouté de l'huile de lin, qui doit avoir un goût très désagréable, j'ai jamais testé. Et malgré cela, Artaud va utiliser les cataplasmes pour, il va les mélanger dans une sorte de purée de pommes de terre pour avoir la dose qu'il désirait et qui lui était absolument indispensable. Donc, il y a une multitude de techniques qui essayent de contourner les obstacles et les contrôles multiples. Et à l'évidence, Artaud va utiliser toutes les techniques possibles et imaginables pour obtenir ce qu'il souhaitait véritablement. Oui, c'était quand même toute une organisation pour arriver à ses fins, du coup. Ça lui prenait beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, alors que, comme je le dis dans l'ouvrage, vu son état, à notre époque, il aurait à l'évidence un traitement de substitution aux opiacés, un méthadone ou quelque chose comme ça. Ça semblerait tellement évident, mais à l'époque où il vivait, malheureusement, c'était pas du tout le cas. Merci Thierry pour toutes ces explications. Je rappelle le titre de ton ouvrage, donc aux éditions Le Manuscrit, Dans la pharmacopée d'Antonin Artaud, le laudanum de Sydenham. Est-ce qu'au-delà de ton livre, évidemment, si un auditeur souhaite creuser un peu le sujet de l'histoire de la morphine ou d'Antonin Artaud, est-ce que tu as quelques références à partager ? Sur Antonin Artaud, dans un premier temps, il y a eu beaucoup d'ouvrages. Il y en a encore un qui vient de sortir il y a quelques jours. Il y a un nombre incalculable de biographies, aussi bien en langue française qu'en langue anglaise et dans des langues exotiques que je n'arrive pas à lire. Donc il y a abondance. Disons que si quelqu'un a vraiment envie de se plonger dans Artaud, je recommanderais ce qu'on appelle les œuvres, tout simplement, c'est le titre, qui sont sortis chez Gallimard en 2004, édités par Evelyne Grossman, qui était une de mes anciennes collègues. C'est ce qu'il y a de plus complet. En attendant,
ce qui est prévu pour les années à venir, c'est-à-dire l'entrée d'Artaud à la Pléiade, puisque Artaud est rentré dans le domaine public, je crois, l'année dernière, si je me souviens bien. Pour ce qui est de la toxicomanie, alors là aussi, abondance d'ouvrages, mais il y en a deux que j'ai particulièrement consulté pour écrire ce livre sur Artaud et le laudanum. C'est un livre d'Emmanuel Retailleau-Bajac qui s'intitule « Les paradis perdus » et qui étudie les consommations de stupéfiants dans l'entre-deux-guerres. C'est sorti aux presses universitaires de Rennes en 2009. C'est un ouvrage qui est très intéressant, qui permet de comprendre ce qui se passait dans Paris et la France à cette époque-là. Et nombre des conclusions d'Emmanuel Retailleau-Bajac sont à mon avis, extrêmement pertinentes. En tout cas, je les ai validées de mon côté. Et puis sinon, il y a le livre de Jean-Jacques Ivorel qui s'intitule « Les poisons de l'esprit ». Drogue et drogués au XIXe siècle pour comprendre d'où l'on vient avant le XXe siècle et en particulier pour avoir des explications sur la loi de 45 que j'ai citée et pourquoi cette loi va évoluer en 1916. Je mettrai les références de toute façon de ces différents ouvrages soit en description de l'épisode, soit sur le site apoticast.fr. Il y aura un article qui accompagnera la sortie de cet épisode. Encore une fois, Thierry, merci beaucoup pour cet entretien. C'était vraiment un plaisir de faire cet épisode avec toi. Pour moi aussi, un grand plaisir. Et c'était très passionnant. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver d'autres épisodes de l'Apoticast sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à noter ce podcast ou à laisser un commentaire pour les plateformes qui proposent ces options et à vous abonner pour ne rater aucun futur épisode. Vous pouvez suivre également l'actualité du podcast sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, et visiter le site internet apoticast.fr pour retrouver quelques détails sur cet épisode, les références citées par Thierry et sur l'actualité également de Thierry Lefebvre. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour continuer notre exploration de l'histoire de la santé et des sciences médicales dans un nouvel épisode. À très bientôt!